L'innovation est le plus souvent ramenée à sa simple dimension technologique. L'attention des entreprises, des pouvoirs publics est essentiellement tournée vers l'innovation produit, elle-même conçue comme fondée sur les investissements en recherche et développement. Bref, c'est la vision classique de l'innovation. Or, l'innovation peut également être de nature managériale. Il est même possible de considérer avec Gary Hamel que la principale révolution qui a caractérisé le XXe siècle est une révolution dans le domaine du management. Au sein des entreprises, les dirigeants et les managers ont su constamment inventer de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils de décision, de nouvelles façons d'organiser le travail. Ce sont autant d'innovations qui créent de la valeur pour l'entreprise et la société. C'est pour cette raison que la Revue française de gestion a décidé de confier la rédaction d'un dossier spécial sur le thème de l'innovation managériale à Frédéric Leroy et à certains de ses co-auteurs. Frédéric Leroy, bonjour. Bonjour. Alors, l'innovation managériale, grand oublié de l'innovation. Vous pouvez nous en dire deux mots? Si on se replace dans le contexte du XXe siècle, ou même de la modernité, on est dans un contexte techniciste, technologique, où on va avoir du progrès par innovation dans le domaine technologique. Ouais. Donc, il y a une prééminence, disons, des sciences dures sur les sciences molles dans cette idée de progrès. Avec la figure de l'ingénieur et du chercheur en R&D dans l'entreprise. Et cette vision est encore plus forte en France, puisqu'en France, les écoles d'ingénieurs formaient les élites, les futurs dirigeants, et il valait mieux être bon dans la résistance des matériaux que dans la connaissance des techniques managériales qui pouvaient s'apprendre un peu sur le tas. Donc on a beaucoup sous-estimé l'importance du management, des outils de management, de l'innovation dans le domaine des outils de management, dans la réussite de l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai qu'une innovation technologique, on peut la faire sous forme de brevet. Il y a une capacité à l'écrire, à la rédiger, à la rendre formelle, alors qu'une innovation managériale est beaucoup plus informelle, beaucoup plus tacite. Elle est un progrès du quotidien. Et elle va se diffuser souvent sous une forme sociologique, c'est-à-dire avec des phénomènes d'imitation, d'essai, de réussite. Et donc, il est moins facile de définir précisément ce que c'est une innovation managériale et ses conditions, la façon dont elle est adoptée par une entreprise. Par contre, quand on fait le bilan sur le XXe siècle, comme le fait Gary Hamel, on peut dire que les progrès dans le management expliquent en grande partie la création de richesses du XXe siècle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change de penser l'innovation managériale? Quelles implications? Que faut-il changer dans notre manière d'appréhender le problème de l'innovation? La création de valeur aujourd'hui, c'est beaucoup moins de la création de valeur matérielle. C'est-à-dire qu'on a des investissements en R&D qui ne donnent pas forcément le même rendement que quand on a créé pour la première fois un labo de R&D au XIXe siècle chez General Electric. Donc on a de plus en plus, par contre, une valeur qui est créée sur l'immatériel, ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et par nature, les innovations managériales sont des actifs immatériels, créateurs de valeur. Donc ils correspondent très bien à l'évolution aujourd'hui de cette économie de la connaissance. Et donc reconnaître la capacité des managers à innover, reconnaître qu'ils créent de la valeur pour l'entreprise, c'est reconnaître les managers. Reconnaître que la façon dont ils ont de concevoir et de reconcevoir leur travail, c'est à l'origine d'une création de richesse pour l'entreprise et pour l'actionnaire. Et comme on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire la différence avec l'innovation technologique, parce que de plus en plus d'entreprises investissent dans l'innovation technologique pour de moins en moins de résultats, c'est la capacité en fait à avoir une créativité conceptuelle, avoir une créativité dans le domaine des façons de gérer, dans ce qu'on appelle les modèles économiques aussi, qui crée une véritable valeur pour l'entreprise. Bon, on est loin de la culture française. Hein. Oui. C'est vrai qu'on comprend bien ce que vous avez dit dans la première partie, culture d'ingénieur, culture technique, culture scientifique. Là, vous faites appel à la créativité, à la... Voilà, Alors, donc concrètement, il y a des risques nouveaux, des enjeux stratégiques nouveaux, Eh bien, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les managers étaient vus comme des gens qui étaient plutôt dans l'administration, c'est-à-dire qu'il s'agissait de reproduire des règles de façon rigoureuse. Et maintenant, on s'aperçoit que les managers, par leur capacité à innover, vont transformer leur travail au quotidien, le travail au quotidien des autres, vont transformer l'organisation globale de l'entreprise, peuvent remettre en cause les modèles d'affaires. Et donc, eux-mêmes deviennent des innovateurs. Donc, il y a une revalorisation, quelque part, du rôle du manager au quotidien. Dans cette dimension innovation, c'est pas seulement le laboratoire de R&D qui a son mot à dire sur l'innovation, c'est l'ensemble des managers de l'entreprise. Donc il y a une espèce de démocratisation de l'innovation dans l'entreprise. Et l'idée, c'est que
c'est en lien avec les phénomènes comme l'empowerment, parce que ça permet à l'entreprise de bénéficier en fait du talent de chacun et pas simplement de la créativité d'une centaine de personnes enfermées dans un laboratoire. Si je vous suis bien, on passe presque d'une logique d'innovation à une logique de transformation. C'est une transformation du management, un management par la transformation. On est sur des logiques comme ça. Oui, ça englobe les managers, ça englobe également les consultants qui produisent des innovations managériales et qui les diffusent à travers la consultation. Ça englobe les chercheurs dans le domaine du management. Et en fait, ça réconcilie quelque part ces trois domaines, les managers, les consultants et les ingénieurs, dans une même quête de l'innovation qui a tout autant de légitimité que l'innovation technologique. Et alors, une de vos conclusions fortes, si je vous ai bien lu, c'est les pouvoirs publics doivent intégrer cette question. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de saupoudrer sur des choses extrêmement techniques et il faut penser un peu autrement le problème, y compris de la subvention de la recherche publique, par exemple. Alors, les pouvoirs publics et les entreprises. Pour vous donner un exemple, je discutais avec un cadre d'Ericsson qui m'expliquait qu'il payait plusieurs milliers de chercheurs pour faire de la R&D technologique. Or, la R&D technologique de l'industrie, c'était 20% du CA d'Ericsson. 80% du CA d'Ericsson, c'est du service. Et je leur ai demandé combien il avait de chercheurs dans le service, il avait zéro chercheur. C'est-à-dire que là où il y a la création de valeur aujourd'hui dans l'immatériel et dans le service, il y a zéro effort de recherche qui est fait. Et c'est la même chose effectivement au niveau du pouvoir public. On a 100% des fonds publics pour l'innovation qui vont dans l'innovation technologique, 0% qui sont en soutien à l'innovation managériale. Or, la création de valeur se fait beaucoup plus aujourd'hui dans la conceptualisation de modèles d'affaires nouveaux que dans la pure innovation technologique. Bon, un exemple comme celui de Facebook, il y a de l'innovation technologique, mais c'est surtout une nouvelle conception, qui a une nouvelle façon de penser qui est mise en œuvre et qui crée la valeur de cette entreprise qui est aujourd'hui une des plus grosses entreprises, qui a une des plus fortes cotations au CAC 40. Donc c'est tout autant, ou moins autant dans la créativité des managers que dans celle du laboratoire de R&D qu'on a les profits futurs. Et c'est vrai qu'en France, on est peut-être en retard d'une guerre là-dessus. Ce que j'allais dire, c'est-à-dire que quand on s'interroge toujours sur les raisons de la capacité de rebond des États-Unis, par exemple, de l'économie américaine, y compris face à la crise, et les difficultés parfois ou l'inertie française, on a peut-être là un élément d'explication. C'est peut-être pour ça aussi qu'aller discuter avec des gens comme le professeur Gary Hamel peut présenter un intérêt, y compris pour des chercheurs français, et de l'adapter évidemment à notre propre contexte. Alors, pour finir sur ce point, donc, on peut imaginer qu'il y ait un jour des laboratoires universitaires d'innovation managériale. Il y en a à la London Business School, il y en a un groupe Subdeco Montpellier qui vient de se lancer également dans le domaine. On peut même imaginer un jour, comme il y a des musées d'innovation technologique, qu'on ait un jour, pourquoi pas, des musées de l'innovation managériale. Ce serait une reconnaissance en fait de tout ce que les managers ont pu apporter au progrès de l'entreprise et de la société en général. Écoutez, merci pour cette discussion et donc un dossier spécial sur l'innovation managériale, octobre 2013, à consulter dans la Revue française de gestion. Merci à vous.